Je m'appelle Julien Dubois, et pendant 42 ans, mon univers a été un petit jardin de curé dans le village tranquille de Valfleury. C'était d'abord l'univers de ma femme, Éléonore. Je n'étais que l'heureux professeur d'histoire à la retraite qui avait eu la chance d'y vivre. Le lendemain du jour où je l'ai mise en terre sous le vieux cèdre qu'elle aimait tant, notre fils, Léo, a planté une pancarte à vendre sur la pelouse. Il l'a fait lui-même, avec un petit maillet du cabanon de jardin, le même qu'Éléonore utilisait pour tutorer ses dahlias primés. Ce que Léo ignorait, c'est qu'Éléonore, dans sa manière discrète et réfléchie, avait vu venir ce moment. Elle avait passé les dernières années de sa vie non seulement à soigner ses rosiers, mais aussi à cultiver un plan pour protéger la vie que nous avions bâtie. L'héritage qu'il croyait être une simple affaire de succession, un pécule de quelques centaines de milliers d'euros, était en réalité un patrimoine de plus de 11 millions, enraciné si profondément et si solidement qu'il ne pourrait jamais espérer le déterrer. La façon dont il parlait de sa mémoire dans les mois qui ont suivi sa disparition m'a tout dit sur l'homme qu'il était devenu. Alors, j'ai gardé le silence. J'ai observé son agitation, ses discours sur les valeurs marchandes et les frais de notaire, et je l'ai laissé suivre son chemin. Certaines personnes imaginent le deuil comme une force creuse et affaiblissante. Elles se trompent. Le deuil, le vrai deuil, est un poids qui vous ancre. Il vous apprend une immobilité que les autres prennent pour de l'inaction. Et lorsque vous faites face à quelqu'un qui voit votre silence comme un consentement, cette immobilité devient votre force la plus profonde. Ceci n'est pas une histoire d'argent, c'est l'histoire de ce qui arrive lorsque le bruit incessant du progrès se heurte à un amour planté assez profondément pour fleurir bien après que le jardinier soit parti. Éléonore est partie un mardi de début avril, alors que les premières fleurs de son cerisier fétiche commençaient à peine à rougir contre le ciel gris de l'Île-de-France. Une rupture d'anévrisme foudroyante. À un instant, elle dessinait un nouveau plan pour le carré des herbes aromatiques, l'instant d'après, elle n'était plus là. Il n'y a pas eu de longue bataille, pas de temps pour des adieux murmurés. Il n'y a eu qu'un silence soudain et assourdissant dans la maison que nous partagions depuis notre jeunesse. La cérémonie a eu lieu une semaine plus tard. Léo est arrivé de Paris et a tout géré avec l'efficacité détachée d'un chef de projet lançant une nouvelle application. « Papa, il faut que les éloges funèbres soient concis », avait-il dit en tapotant sur son téléphone. Les gens ont des obligations. Éléonore aurait voulu une cérémonie simple, oui, mais remplie de poésie et de musique, d'histoires partagées qui flotteraient dans l'air comme le parfum de sa lavande. Léo, cependant, ne cessait de jeter un coup d'œil à sa montre. Elle est en paix, papa. La cérémonie est pour les vivants, et les vivants doivent reprendre le cours de leur vie. Cela aurait dû être la première secousse, le premier signe de la fissure qui s'était ouverte entre son monde et le nôtre. 2 semaines plus tard, les suggestions ont commencé, formulées avec une sollicitude affectueuse. Papa, tu as 72 ans. Cette vieille maison demande beaucoup d'entretien pour une seule personne. Notre maison était une meulière du début du XXe siècle, un lieu qu'Éléonore avait amoureusement restauré pendant 4 décennies. Elle n'était pas grande, peut-être 150 mètres carrés, mais chaque recoin était un témoignage de sa personnalité. Le vitrail qu'elle avait elle-même dessiné et installé dans le coin lecture, un projet qui lui avait coûté 500 € de matériaux et 6 mois de travail patient. Les tomates anciennes qu'elle avait chinées chez un antiquaire pour le sol de la cuisine, parce qu'elle disait qu'elle gardait la chaleur des paléos ne voyait que la peinture écaillée des volets et la mousse sur les tuiles. Ce ne sont que des pierres et des tuiles, papa. Maman n'aurait pas voulu que tu sois accablé par tout ça. J'ai essayé de lui expliquer ce que le jardin signifiait, comment chaque plante portait une histoire. La glycine qu'elle avait plantée pour notre 10e anniversaire, qui drapait maintenant le porche d'un rideau parfumé chaque printemps. Le coin des fraises des bois qu'elle avait cultivé à partir d'un seul plant trouvé lors d'une randonnée dans la forêt de Rambouillet. C'est exactement ça le problème, papa, avait dit Léo, d'un ton patient, comme s'il expliquait un concept simple à un enfant. Tu vis dans un musée de souvenirs. Maman voudrait que tu ailles de l'avant. Il utilisait la mémoire de sa mère pour démanteler son héritage, et il ne voyait même pas l'ironie. Éléonore et moi en avions discuté, pas en détail, mais sur le principe. Lors d'une de nos longues conversations du soir, elle m'avait avoué une inquiétude à propos de Léo. Il ne comprend pas les choses qui n'ont pas de rapport de croissance trimestrielle, avait-elle dit en sirotant sa tisane. Il n'a jamais rien construit lentement, de ses propres mains, juste par amour. Elle avait raison. Léo était une réussite dans son monde de la finance à la défense. Il gagnait très bien sa vie, conduisait une berline allemande électrique et vivait dans un appartement minimaliste à Neuilly-sur-Seine où chaque surface était impeccable et connectée.
Il n'avait jamais compris ce que signifiait passer 10 ans à économiser pour un apport, passer ses week-ends à poncer des parquets au lieu d'aller bruncher, construire une vie à partir de rêves partagés et de mains calleuses. Pour lui, nous n'étions que ces gentils parents un peu démodés, assis sur un actif sous-utilisé. En août, les suggestions s'étaient transformées en une pression discrète. Papa, tu es sentimental. Cette propriété vaut au moins 800 000 € sur le marché actuel. Tu pourrais acheter un appartement de luxe en centre-ville et ne plus jamais avoir à arracher une mauvaise herbe. Il avait déjà consulté les sites immobiliers, déjà fait les calculs pour mon avenir. Léo, l'âme de ta mère est dans ce jardin. Maman n'est plus là, papa. Il l'a dit non pas avec cruauté, mais avec une finalité qui était en quelque sorte pire. Aucune émotion, juste un fait entré dans un tableur. La discussion était close. C'est à ce moment-là que j'ai su que les préparatifs silencieux d'Éléonore avaient été nécessaires. En octobre, il a fait appel à des renforts. Papa, j'ai demandé à un conseiller en gestion de patrimoine, un certain monsieur Durand, d'examiner tes placements. Il dit que ton épargne retraite est trop prudente. Si tu avais besoin de soins de longue durée, tu épuiserais tes économies en quelques années. Remarquez comment il avait déjà partagé mes informations financières privées avec un étranger. Mon avenir était devenu un problème à résoudre pour lui, un passif à gérer. Je suis parfaitement capable de gérer mes propres affaires, mon fils. Vraiment? Quand as-tu rééquilibré tes actifs pour la dernière fois? Sais-tu seulement ce qu'est un père? J'avais géré le budget de la faculté d'histoire pendant 30 ans avant sa naissance, mais à ses yeux, je n'étais qu'un vieil homme qui empilait des livres, incapable de comprendre les complexités de la finance moderne. Papa, j'essaie juste de te protéger. Tu as une réaction émotionnelle à propos de la maison. Tu dois penser comme un investisseur. Comme si l'amour et l'héritage étaient des variables irrationnelles dans une équation par ailleurs parfaite. C'est alors que Léo a commis son erreur la plus critique. Il a commencé à agir comme si mon deuil était une sorte d'entêtement stupide, et mon amour pour la mémoire d'Éléonore un passif financier. Mais je n'étais pas stupide. Je restais immobile. Parce qu'Éléonore m'avait appris quelque chose que Léo n'avait jamais appris dans son monde d'acquisition rapide et de technologie disruptive, parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est d'attendre et de laisser les actions d'une personne parler d'elle-même. En novembre, la patience de Léo s'était érodée. Il a cessé de demander et a commencé à informer. Papa, j'ai pris la liberté de contacter une agente immobilière, une certaine Madame Leroy de l'agence Clé d'Or. C'est la meilleure de Val-Fleury. Elle va nous aider à préparer la maison pour la vente. Nous aider? Comme s'il avait une part dans l'acte de propriété. Léo, je ne vends pas ma maison. Prêt ou pas, papa, maman est partie depuis 7 mois. Tu ne peux pas vivre dans le passé éternellement. Cette nuit-là, je suis allé dans le petit atelier d'Éléonore, la véranda aménagée où elle peignait et dessinait. Tout était comme elle l'avait laissé, les pinceaux dans un pot en argile, une aquarelle inachevée d'une digitale sur le chevalet, l'air sentant encore faiblement la térébenthine et le terreau. Caché dans son secrétaire ancien, sous une pile de catalogues de graines, j'ai trouvé une petite boîte en bois fermée à clé. La clé était exactement là où je savais qu'elle serait, sur un petit crochet derrière une photo encadrée de nous le jour de notre mariage. À l'intérieur, il n'y avait pas une collection sentimentale de lettres, mais un dossier méticuleusement organisé. Il contenait des liasses de papier calque avec l'écriture élégante d'Éléonore. Il y avait des dizaines de pages de notes, de croquis et de plans détaillés, non seulement pour notre jardin, mais aussi pour la maison elle-même. Elle avait documenté l'histoire de chaque poutre que nous avions mise à nu, de chaque luminaire que nous avions choisi. C'était une biographie de la maison, de nous. Éléonore n'avait pas seulement rénové, elle avait organisé, documenté, préservé. Sur la dernière page, datée de seulement 2 mois avant sa mort, elle avait écrit une note. Cette maison est notre histoire, Julien. Chaque clou, chaque pétale. C'est mon amour rendu visible. Si Léo ne peut pas voir l'histoire, il ne comprendra pas l'héritage. Ma main tremblait en lisant ces mots. Éléonore avait su. Elle avait vu la déconnexion, la façon dont Léo regardait l'œuvre de notre vie et n'en voyait que le prix du marché. Le lendemain matin, Léo a appelé, sa voix pétillante d'un enthousiasme fabriqué. Papa, je suis passé en voiture ce matin. Les gouttières sont pleines de feuilles et il y a une tuile de lâche sur le côté ouest du toit. Tu as des milliers d'euros de maintenance différée. Comme si c'était une somme insurmontable. Papa, je suis sérieux.
Cette maison devient un passif. Maman ne voudrait pas que tu sois stressé par l'argent. Mais le dossier d'Éléonore contenait des notes détaillées sur l'entretien, un calendrier pour tout, de la révision de la chaudière au nettoyage des gouttières. Elle avait même mis de côté des fonds sur un compte séparé, intitulé l'entretien maison. Elle avait tout prévu, sauf que son fils traiterait sa prévoyance comme un fardeau. Léo, ta mère a mis sa vie dans cette maison. Papa, la vie ne paie pas les couvreurs. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait plus d'une maison. C'était un référendum pour savoir si la vie d'Éléonore, ses passions, ses choix, avait encore un sens maintenant qu'elle n'était plus là pour les défendre. En décembre, il est passé à la vitesse supérieure. Papa, Madame Leroy pense qu'on pourrait la mettre en vente à 850 000 €, peut-être même 900 000 si on fait un peu de homestaging. Comme si son nom était sur le titre de propriété. Tu n'avais pas le droit de faire venir une agente ici. Papa, je suis proactif. Le marché est au plus haut. C'est le moment logique de vendre. Proactif. Le terme préféré de Léo pour franchir les limites. J'ai aussi reparlé à Monsieur Durand, le conseiller financier. Il peut t'aider à investir le produit de la vente. Créer un portefeuille diversifié. Un autre étranger invité au cœur de notre vie sans ma permission. Léo, je n'ai pas besoin d'un conseiller financier. Papa, avec tout le respect que je te dois, tu as été professeur pendant 40 ans. Monsieur Durand gère des comptes de plusieurs millions d'euros. Il comprend la dynamique du marché d'une manière que tu ne maîtrises pas. La voilà. La condescendance douce et pleine de pitié qu'Éléonore avait crainte. Il ne pensait pas seulement que j'étais vieux, il pensait que j'étais simple. Mais la boîte d'Éléonore contenait un autre objet que Léo ne connaissait pas, une carte de visite simple et élégante glissée dans un sachet de graines de myosotis. Maître Isabelle Giraud, notaire, droit patrimonial et succession. Au dos, de l'écriture d'Éléonore, il y avait un message, Julien, mon amour. Si le moment vient, appelle Isabelle. Elle connaît toute l'histoire. Fais confiance au jardin. Il te protégera toujours. Le jardin ? Que voulait-elle dire ? J'ai appelé Maître Giraud cet après-midi-là. Monsieur Dubois, répondit une voix chaude et calme. J'attendais votre appel. Éléonore m'avait dit que vous auriez peut-être besoin de conseils quand Léo commencerait à parler de la valeur marchande des souvenirs. Éléonore avait prévu toute cette conversation douloureuse. Elle a été très précise dans sa planification, a poursuivi Maître Giraud. Seriez-vous disponible pour nous rencontrer la semaine prochaine ? Il y a certains documents qu'elle voulait que vous voyiez en personne. Des documents qu'Éléonore avait préparés, des secrets qu'elle avait gardés pour protéger la vie que nous avions construite. Ce soir-là, Léo a rappelé. Papa, Madame Leroy a programmé un photographe pour ce week-end. Elle veut obtenir des clichés professionnels pour l'annonce. Un photographe ? Pourquoi faire ? Papa, calme-toi. C'est juste pour l'annonce. Nous devons présenter l'actif sous son meilleur jour. Actif. Il avait finalement réduit notre maison à un seul mot, sans âme. Léo, annule le photographe. Papa, sois raisonnable. Madame Leroy nous case entre deux rendez-vous par faveur. Les meilleurs agents sont bookés des mois à l'avance. Raisonnable. Son autre mot préféré pour exiger l'obéissance. J'ai dit, annule-le. Papa, j'essaie de t'aider, mais tu rends les choses impossibles. Impossible. Parce que je ne le laisserai pas vendre ma vie aux enchères. Mais je n'étais pas impossible. Je gagnais du temps. Parce que si Éléonore m'avait appris quelque chose, c'est que les plus belles choses exigent de la patience. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point les racines de sa planification étaient profondes. Le rendez-vous avec Maître Giraud était fixé pour le premier mardi de janvier. Léo n'en avait aucune idée. Mais une certitude tranquille germait dans mon cœur, cette rencontre allait tout changer. Le premier mardi de janvier était typique de la vallée de Chevreuse, un ciel couleur d'ardoise et une brume fine qui s'accrochait à tout, faisant pleurer les sapins et briller les pavés. L'étude de Maître Giraud ne se trouvait pas dans une tour de bureau du centre-ville, mais dans une maison de maître restaurée d'une rue calme et bordée d'arbres. Le genre d'endroit qui sentait le bois ancien, la cire d'abeille et le thé qui infuse. Éléonore aurait adoré. Isabelle Giraud était une femme d'une 60aine d'années, avec des yeux bienveillants et une présence aussi apaisante que le jardin qu'Éléonore avait tant aimé. Monsieur Dubois, je vous en prie, entrez.
Éléonore parlait constamment de vous. Elle disait que vous étiez le seul homme qui comprenait le langage du silence. Elle ne vous a jamais mentionné, ai-je admis. En 42 ans, ma femme n'avait jamais eu de secret. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous sommes rencontrés à la Société d'horticulture il y a des années, expliqua Isabelle en versant 2 tasses de thé. Elle a commencé à me consulter il y a 4 ans. C'était une planificatrice très méticuleuse. 4 ans. Éléonore avait jeté ses bases bien avant que sa santé ne devienne un sujet de préoccupation. Isabelle Giraud a ouvert un lourd portefeuille en cuir frappé des mots « Fiducie familiale Dubois ». Éléonore a établi cette fiducie en 2021, peu après que Léo a vendu sa première start-up. Elle s'inquiétait de son impulsivité financière. Le premier succès de Léo avait été une manne financière, mais il en avait perdu la majeure partie dans une nouvelle entreprise risquée en moins de 18 mois. Il ne nous avait jamais raconté les détails. Elle s'inquiétait de ce qu'il adviendrait de cette maison, de son jardin, si elle n'était plus là pour les protéger. Elle voulait s'assurer que vous puissiez y vivre, en paix, aussi longtemps que vous le souhaiteriez, sans la pression de Léo. Isabelle a fait glisser un épais document sur la table en chêne poli. Il était relié en bleu et portait des sceaux officiels. La signature familière et élégante d'Éléonore figurait sur la dernière page. Ceci est l'acte de fiducie. Votre maison, ainsi que tous les autres biens matrimoniaux, ont été placés dans la fiducie. Vous en êtes le principal bénéficiaire et l'unique fiduciaire. J'ai regardé le jargon juridique dense. Qu'est-ce que cela signifie, exactement? Cela signifie, dit doucement Isabelle, que Léo n'a aucun statut légal. La maison, les comptes bancaires, le portefeuille d'investissement. Tout appartient à la fiducie. Et vous seul, contrôlez la fiducie. Portefeuille d'investissement, ai-je dit avec un petit rire. Maître Giraud, Éléonore et moi vivions avec un salaire de professeur et les revenus d'artiste à temps partiel. Nous avons un modeste plan d'épargne retraite, rien de plus. Isabelle a souri. Éléonore était très douée pour cultiver les choses en silence, Monsieur Dubois. Pas seulement les jardins. Elle a ouvert un autre dossier, celui-ci intitulé Résumé du portefeuille, décembre 2024. Le chiffre au bas de la page semblait scintiller, vibrer d'impossibilité. 11 458 211 € et 74 centimes d'euros. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'est pas possible. La grand-tante d'Éléonore, la discrète qui vivait à Neuilly, était l'une des toutes premières employées d'une petite entreprise de cosmétiques locale au début des années 1980. À son décès en 1998, elle a légué à Éléonore son portefeuille d'actions. Éléonore n'a jamais touché au capital. Elle l'a juste laissé fructifier, discrètement, pendant plus d'un quart de siècle. 1998, l'année où Éléonore avait soudainement annoncé que nous pouvions nous permettre de rénover entièrement la cuisine et de construire son atelier. J'avais pensé qu'elle avait simplement été une épargnante miraculeuse. Elle ne voulait pas que l'argent nous change, a poursuivi Isabelle. Et elle ne voulait certainement pas que Léo le sache. Elle craignait que cela ne déforme sa perspective, qu'ils vous voient tous les deux comme un moyen d'arriver à ses fins. Éléonore avait eu raison. Il y a plus, a dit Isabelle en sortant une enveloppe Kraft scellée. Elle a enregistré une vidéo pour vous. Voulez-vous la voir? Mes mains tremblaient tandis qu'Isabelle installait une tablette sur le bureau. Et puis, elle était là. Éléonore, assise dans ce qui ressemblait à ce même bureau, ses cheveux un peu plus clairsemés à cause d'une chimiothérapie qu'elle avait subie pour un bref mais victorieux combat contre le cancer quelques années auparavant, une lutte qu'elle avait largement gardée pour elle. Mon Julien, sa voix emplit la pièce, aussi claire et stable que dans mon souvenir. Si tu vois ceci, cela veut dire que je suis parti, et que Léo essaie de te convaincre que notre maison n'est qu'un actif. Je sais que ce secret doit te sembler une trahison, mon amour, mais je nous protégeais. Je protégeais cette vie que nous avons construite. Elle a marqué une pause, ses yeux regardant directement dans la caméra, dans les miens. Léo n'a jamais compris que les choses les plus précieuses sont celles qui ne peuvent jamais être vendues. Notre maison n'est pas seulement une maison pour lui, c'est une ligne sur un bilan comptable. Elle a repris son souffle. Julien, notre maison ne vaut pas 800 000 €. Elle vaut tout. Elle vaut le soir où je t'ai dit que j'étais enceinte de Léo, assise sur les marches du perron. Elle vaut les marques de crayon sur le chambranle de la porte de la cuisine, qui suivait sa croissance. Elle vaut chaque livre que nous avons lu près du feu, chaque repas que nous avons partagé, chaque matin tranquille à regarder les mésanges dans le jardin.
Léo ne peut pas voir cette valeur, parce qu'il a oublié comment mesurer les choses en unités d'amour et de temps. La vidéo durait 15 minutes. Elle a tout expliqué. La fiducie, le secret, ses craintes et ses espoirs. Elle m'a même donné des conseils. Ne le laisse pas te faire sentir coupable d'honorer l'histoire que nous avons écrite ensemble, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Cette maison, ce jardin. C'est mon dernier poème, Julien. Pour toi. Pour nous. Léo te dira que je suis parti, donc mes souhaits sont des reliques sentimentales. Mais l'amour ne disparaît pas quand nous partons. Il continue de vivre dans les endroits que nous avons soignés avec amour. Lorsque l'écran s'est éteint, je suis resté assis dans un silence profond, le son de la pluie contre la vitre étant la seule chose dans la pièce. Monsieur Dubois, la voix d'Isabelle était douce. Est-ce que ça va? Léo a appelé ce matin, ai-je dit, la voix rauque. Le photographe vient samedi. A-t-il l'autorité légale pour organiser cela? Non. Mais il a la certitude absolue d'avoir raison. Isabelle s'est penchée en arrière. Alors? Que souhaitez-vous faire? J'ai pensé aux mots d'Éléonore. J'ai pensé au mépris désinvolte de Léo pour l'œuvre de sa vie, à sa hâte de liquider notre histoire commune. À sa conviction que mon deuil m'avait rendu faible, indécis et stupide. J'aimerais le laisser continuer, ai-je dit, un calme étrange s'installant en moi. J'aimerais le laisser jouer sa carte. Le sourire d'Isabelle était entendu. Éléonore a dit que vous diriez peut-être cela. Vraiment? Elle a dit, Julien est un homme patient. Il voudra que Léo voie toute l'étendue de sa propre folie avant de lui montrer la vérité. Je pense qu'elle vous connaissait mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Que recommandez-vous, sur le plan juridique? Laissez-le procéder. Laissez-le mettre la maison en vente. Laissez-le trouver un acheteur et signer un compromis de vente. Plus il s'enfonce, plus il s'investit dans son propre récit, plus la leçon sera percutante. Et il n'y a pas de risque juridique? Aucun pour vous. Tout contrat de vente qu'il signera sera totalement nul et non avenu. Il tente de vendre un bien qui ne lui appartient pas. Nous n'avons pas à l'en informer avant le rendez-vous de signature chez le notaire. J'ai pensé à Léo, si confiant dans sa vision du monde moderne et axé sur les données, si dédaigneux de la vie tranquille et analogique que sa mère et moi avions construite. Si sûr qu'il gérait mon déclin. Il n'avait aucune idée que j'étais assis sur des fondations qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Je me suis levé et j'ai serré la main d'Isabelle. Voyons jusqu'où il est prêt à tailler les rosiers. Parce qu'Éléonore avait raison. Parfois, il faut laisser quelqu'un révéler exactement qui il est avant de lui rappeler qui vous êtes. Et Léo, mon fils, n'avait aucune idée à qui il avait affaire. L'annonce immobilière a été mise en ligne le jour de la Saint-Valentin. Éléonore, avec son esprit subtil, aurait apprécié l'ironie. Les photos en ligne étaient belles et stériles. Le photographe avait utilisé un objectif grand angle qui dépouillait les pièces de leur intimité, leur donnant l'air d'espace générique d'un catalogue. Notre coin lecture confortable semblait caverneux et froid, l'atelier vibrant d'Éléonore paraissait délavé et fade. La présence de ma femme avait été effacée de chaque image. Léo a appelé cet après-midi-là, sa voix vibrant de l'excitation d'un lancement de produit réussi. Papa, on est en ligne. Et on a déjà 5 visites de prévues pour ce week-end. Madame Leroy dit que l'intérêt est sans précédent pour le quartier. 5 groupes d'étrangers allaient traverser le sanctuaire d'Éléonore, jugeant la qualité de ses choix, calculant le coût de son effacement. Et papa, la visite virtuelle fait des tonnes de clics. Plus de 200 vues déjà. 200 regards anonymes scrutant notre chambre, notre cuisine, les coins privés d'une histoire d'amour de 42 ans. Madame Leroy pense qu'on aura des offres au-dessus du prix d'ici lundi, a-t-il conclu, la fierté dans sa voix indubitable. Il croyait vraiment qu'il faisait ce qu'il fallait, qu'il me sauvait de moi-même. Ce samedi-là fut un tourbillon d'intrusion. Je me suis retiré dans mon bureau à l'étage pendant que Madame Leroy menait ses visites. Sa voix, professionnellement enjouée, montait par l'escalier. Cette maison a une structure saine. Un peu datée, bien sûr, mais imaginez-la avec les murs abattus. La cuisine est fonctionnelle, mais une rénovation complète maximiserait vraiment la valeur de la maison. Pensez plan de travail en quartz, électroménager en inox. Les tomates anciennes d'Éléonore seraient la première victime. Le jardin, c'est beaucoup, les jeux entendus dire à un couple. Mais on pourrait le simplifier. Du gravier à faible entretien,
quelques arbustes simples. Ça améliorerait vraiment l'attrait extérieur. Raser le paradis pour y mettre un parking, pensais-je, la vieille chanson résonnant dans mon esprit. Léo est arrivé pour la dernière visite de la journée, un jeune couple avec un bébé. Il leur a fait visiter le jardin lui-même, en soulignant ses défauts. Oui, ma mère adorait tout ça, mais c'est un travail à plein temps. Vous pourriez facilement installer une belle terrasse et un brasero juste ici, dit-il en désignant le parterre de rosiers anciens d'Éléonore. Après leur départ, il est entré, rayonnant. Papa, ils ont adoré. Ils envisagent de faire une offre. Ils ont une super vision pour moderniser l'endroit. Son visage était si ouvert, si plein d'une fierté filiale mal placée. Il n'avait aucune idée qu'il célébrait la destruction planifiée de sa propre histoire. Le lundi, comme prévu, 2 offres sont arrivées. Toutes 2 bien au-dessus du prix demandé. Léo voulait accepter la plus élevée immédiatement, une offre en numéraire d'un promoteur qui n'avait probablement même jamais mis les pieds sur la propriété. Une offre cash, papa. Sans condition suspensive. C'est le jackpot. Il calculait déjà mon avenir, un avenir qu'il avait conçu. J'ai reparlé à Monsieur Durand. Il a trouvé une nouvelle résidence-service senior fantastique juste à l'extérieur de la ville. Ça s'appelle les Jardins d'Arcadie. Il y a un spa et un bistrot. Avec cette vente, tu pourrais te permettre une suite premium. Léo, je n'ai pas besoin d'un spa. Tu pourrais t'y habituer, papa. Le but, c'est que tu sois en sécurité. Tu auras des options. Mon avenir, tel que défini par mon fils, était un menu de commodités coûteuses que je n'avais jamais voulu, payé par le démantèlement de tout ce que j'avais jamais aimé. Ce soir-là, j'ai parlé à Maître Giraud. Ils ont accepté une offre, Monsieur Dubois. Un promoteur. Content. Ils veulent signer dans 30 jours. Et vous êtes toujours à l'aise avec ça, demandai-je, une once de doute dans la voix. C'était une chose de planifier cela de manière abstraite, c'en était une autre de regarder des gens faire activement des plans pour raser le jardin de ma femme. Éléonore avait prévu cela, Julien, dit-elle, sa voix comme une encre stable. Elle voulait qu'il y ait des témoins. Des gens dont Léo respecte l'opinion. Que voulez-vous dire? Disons simplement que la signature sera une affaire plus publique que Léo ne l'anticipe. Éléonore voulait que la leçon soit mémorable. Ma douce et calme Éléonore avait un noyau d'acier. Elle avait planifié son humiliation totale. Êtes-vous prêt pour la suite, Julien, demanda Isabelle. J'ai regardé autour du salon, le fauteuil usé où Éléonore s'asseyait tous les soirs, la bibliothèque remplie de ses livres de jardinage et de ses recueils de poésie, le léger croquis de mon visage qu'elle avait dessiné un dimanche après-midi paresseux, toujours épinglé au mur. Léo voyait tout cela comme du désordre, comme des obstacles sur le chemin de l'optimisation financière. Mais Éléonore l'avait vu comme une vie qui méritait d'être protégée. Je suis prête, ai-je dit. Parce que parfois, l'acte le plus aimant est de permettre à quelqu'un de se retrouver face aux conséquences de ses propres choix. Et mon fils était sur le point d'apprendre que certains héritages ne sont pas si facilement liquidés. La signature de l'acte de vente était prévue pour le 15 mars, un an jour pour jour après le décès d'Éléonore. Léo pensait que c'était une coïncidence poétique. Je savais que c'était la volonté d'Éléonore. Il est venu me chercher ce matin-là, sa voiture sentant le cuir neuf et l'ambition. Il vibrait littéralement d'excitation. Papa, tu y crois? Cet après-midi, tu seras millionnaire. Libre et sans attache. Libre de ma maison, libre de mes souvenirs, débarrassé de la vie que j'avais construite. Et j'ai réservé une visite au jardin d'Arcadie pour demain. Monsieur Durand nous y rejoindra pour t'aider à ouvrir les nouveaux comptes. Il avait tout mon avenir planifié sur sa tablette. L'étude du notaire était dans une tour de verre stérile à la Défense. La salle de conférence était impersonnelle, avec une longue table en acajou et une vue sur les rues animées de la ville en contrebas. L'acheteur était déjà là, un homme en costume impeccable nommé Monsieur Garnier, représentant une société de promotion immobilière. Son agent et son avocat étaient avec lui. Ils dégageaient tous une impression d'efficacité rapide et dénuée de sentiments. Madame Leroy, l'agente de Léo, nous a accueillis avec un sourire éblouissant. Une commission de plus de 50 000 € dépendait de cette transaction. Julien, Léo, quel plaisir de vous voir. Monsieur Garnier est très impatient de commencer ce projet. Monsieur Garnier m'a serré la main fermement et brièvement. C'est une belle propriété, Monsieur Dubois.
Un emplacement fantastique. Mes architectes ont déjà dessiné les plans pour un complexe de 4 maisons de ville modernes. Nous commencerons les travaux le mois prochain. Il l'a dit avec fierté, comme si je devais être heureux que le jardin de ma femme devienne un chantier de construction. Le notaire, une femme nommée Maître Dubois, est entré et a commencé à étaler des piles de documents. Très bien, cela devrait être rapide, a-t-elle annoncé. Vente au comptant, titre de propriété clair. Nous aurons juste besoin de signatures sur toutes les lignes surlignées. Léo a signé chaque document avec une assurance confiante de son stylo de luxe. L'équipe de Monsieur Garnier a signé avec l'aisance de gens qui font cela tous les jours. Puis, ce fut mon tour. Maître Dubois a fait glisser l'acte de cession devant moi. Monsieur Dubois, votre signature ici, s'il vous plaît. J'ai pris le stylo. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la ville à l'extérieur. J'ai regardé Léo, son visage rayonnant d'un sentiment d'accomplissement. Il pensait m'avoir sauvé. J'ai regardé Monsieur Garnier, qui textotait déjà son architecte. Il pensait au permis de démolir. J'ai reposé le stylo. Monsieur Dubois, y a-t-il un problème avec le titre de propriété? Il se pourrait, dis-je. Un problème de propriété. La porte s'est ouverte, et Isabelle Giraud est entrée. Avec elle se trouvait une femme distinguée et plus âgée. Je l'ai reconnue immédiatement, c'était Madame Leclerc, la présidente de l'association Patrimoine et Jardin de Val-Fleury et une amie chère d'Éléonore de son club de jardinage. Le visage de Léo a blêmi. Il avait un jour essayé d'obtenir le soutien de Madame Leclerc pour l'une de ses entreprises technologiques, et elle avait poliment mais fermement décliné. « Bonjour à tous, dit Isabelle, sa voix emplissant la pièce d'une autorité tranquille. Je suis maître Isabelle Giraud, conseil de la fiducie familiale Dubois. Et voici Madame Leclerc, ici en tant qu'observatrice. » Léo s'est levé. Fiducie? De quoi parlez-vous? Mes parents n'ont pas de fiducie. Isabelle a posé son portefeuille en cuir sur la table et l'a ouvert. Au contraire, Léo. Votre mère, une femme brillante et prévoyante, a établi une fiducie complète il y a 4 ans. Une fiducie qui détient tous les biens matrimoniaux, y compris la propriété au 124 rue des Glycines. Elle a fait glisser l'acte de fiducie devant Léo. Il le fixa, la bouche légèrement ouverte. Ce n'est pas possible. Il n'avait pas ce genre d'argent. Isabelle a alors produit le résumé du portefeuille. La fiducie familiale Dubois est actuellement évaluée à un peu plus de 11 millions d'euros. Un souffle collectif a parcouru la pièce. Monsieur Garnier a arrêté de texter. Le sourire de Madame Leroy a disparu. Léo s'est affalé sur sa chaise comme si ses jambes l'avaient lâché. 11 millions, murmura-t-il. Ta mère a hérité d'un important portefeuille d'actions de sa grand-tante en 1998, expliquai-je doucement. Elle l'a fait fructifier, tout comme son jardin. Elle a gardé le secret parce qu'elle avait peur de ce que le savoir ferait de toi. Le visage de Léo était une tempête d'émotions, choc, incrédulité, colère, et une horreur naissante et écœurante. Alors tout ce temps que j'ai essayé de t'aider. Vous avez essayé de l'aider en vendant une propriété d'1 million d'euros qui faisait partie d'un patrimoine de 11 millions dont vous ne saviez rien, termina Isabelle pour lui, sa voix dénuée de jugement mais lourde de faits. Maître Dubois, la notaire, s'est raclé la gorge. Je suis désolé, mais qu'est-ce que cela signifie pour la vente? Cela signifie, dit Isabelle, regardant directement Monsieur Garnier, que toute cette transaction est nulle et non avenue. Monsieur Léo Dubois n'a aucune autorité légale pour vendre un actif de la fiducie. Cette maison n'a jamais, à aucun moment, été à vendre. Monsieur Garnier s'est levé, le visage noir de colère. Ma société a dépensé plus de 50 000 euros en plan d'architecte et en permis en se basant sur ce contrat. Vous aurez des nouvelles de notre service juridique. Lui et son équipe ont quitté la pièce en trombe. Madame Leroy, l'agente immobilière, a regardé Léo avec un mépris total. Vous m'avez fait perdre des mois. Vous m'aviez juré que vous étiez le seul décisionnaire. Elle a rassemblé ses affaires et est partie sans un regard en arrière. En l'espace de 5 minutes, la pièce s'était vidée, ne laissant que moi-même, Léo, Isabelle et Madame Leclerc. Léo était assis dans un silence stupéfait, fixant les documents de la fiducie. Madame Leclerc a finalement parlé, sa voix douce mais ferme. Léo, votre mère aimait cette maison. Elle m'a dit un jour qu'elle y plantait une histoire.
Une histoire pour ses petits-enfants. Je ne pense pas qu'elle aurait voulu qu'elle soit remplacée par des maisons de ville. Léo m'a finalement regardé, les yeux suppliants. Papa. Tu es le fiduciaire. Tu peux toujours la vendre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as raison, mon fils, dis-je en me levant. Je peux. Mais je ne le ferai pas. Les instructions de ta mère dans la fiducie sont très claires. La maison doit rester telle qu'elle. Je l'ai regardée dans les yeux. Elle a également laissé des instructions concernant ton héritage. Il est subordonné à mon évaluation de ton caractère dans l'année qui a suivi son décès. Plus précisément, sur la façon dont tu as honoré sa mémoire. La dernière once de couleur a quitté son visage. Et, murmura-t-il. J'ai pensé à son impatience lors de sa cérémonie. À ses paroles dédaigneuses sur des pierres et des tuiles. À son empressement à paver son jardin pour un brasero. À sa célébration triomphale de la vente de son sanctuaire. Je crains, mon fils, dis-je, les mots lourds d'un chagrin plus profond que tout ce que j'avais ressenti l'année écoulée, que tu aies échoué à cette évaluation. De manière spectaculaire. Je suis sorti de cette pièce, laissant mon fils seul avec les ruines de sa propre création. En partant, j'ai entendu le son d'un homme qui commençait enfin à pleurer, non pas pour l'argent qu'il avait perdu, mais pour un amour qu'il n'avait jamais vraiment compris. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences de cette journée ont déferlé sur la vie de Léo. L'entreprise de Monsieur Garnier l'a poursuivi personnellement pour ses dépenses, et l'agence de Madame Leroy l'a poursuivi pour sa commission perdue. Sa réputation dans le petit monde des affaires de la région a été anéantie. Mais les retombées financières n'étaient rien comparées aux retombées personnelles. Il m'a appelé une douzaine de fois, laissant des messages vocaux décousus et désespérés. Je n'ai pas répondu. Il avait besoin de s'asseoir dans le silence qu'il avait créé. Environ un mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Ce n'était ni un email ni un SMS, mais une lettre manuscrite sur du papier simple. Papa, je n'ai aucun droit de demander pardon. Je le sais. Depuis un an, j'ai regardé ta vie, la vie de maman, et je n'y ai vu qu'un problème à résoudre. Un portefeuille à gérer. Un actif à liquider. Je ne me suis jamais arrêté une seule fois pour voir l'histoire que vous viviez. L'argent m'est égal. Je sais que tu ne me croiras pas, mais c'est vrai. Ce à quoi je ne peux cesser de penser, c'est au visage de maman. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'elle aurait ressenti en me voyant essayer de vendre son cœur aux enchères. Je ne sais pas comment réparer ça. Mais je veux apprendre. Je veux comprendre ce que j'ai brisé. Léo, le dimanche suivant, je l'ai appelé. La glycine est en fleurs, ai-je dit. Il y a eu une pause. Je me souviens, dit-il, la voix étranglée. Maman l'a planté pour votre 10e anniversaire. Viens à la maison, dis-je. Je préparais une tisane. Quand il est arrivé, il n'est pas entré tout de suite. Il a marché dans le jardin, les mains dans les poches, les épaules voûtées. Il s'est arrêté devant le parterre de rosiers anciens et est resté là, debout, pendant un long moment. Il n'a pas posé de questions sur la fiducie. Il n'a pas mentionné les poursuites judiciaires. Il s'est simplement assis avec moi sur le perron, sirotant une tisane dans les mêmes fauteuils en osier qu'Éléonore et moi avions partagé pendant 30 ans. J'ai retrouvé ses carnets de jardinage, ai-je dit après un long silence, en désignant une pile de cahiers usés sur la table. Elle a tout documenté. Chaque graine, chaque fleur, chaque échec. Léo a tendu la main et a touché timidement la couverture du premier carnet. Il l'a ouvert à une page au hasard. L'écriture élégante d'Éléonore était là, à côté d'un croquis détaillé d'une fleur d'encolie. Patience, avait-elle écrit. Elles mettent 2 ans à fleurir à partir de la graine. Mais leur beauté vaut l'attente. Léo a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'un chagrin si profond qu'il en était presque nouveau. Je peux les lire? J'ai hoché la tête. Je pense que ta mère aimerait ça. Notre réconciliation n'est pas terminée. C'est une culture lente et silencieuse, comme l'un des jardins d'Éléonore. La fiducie reste sous mon contrôle, et l'héritage de Léo est une question pour un avenir lointain. Il reconstruit lentement, minutieusement, sa vie sur de nouvelles fondations, non pas celles des tableurs et des valeurs marchandes, mais de quelque chose de plus durable. Il vient tous les dimanches. Nous ne parlons pas beaucoup du passé. Au lieu de cela, nous travaillons dans le jardin. Je lui montre comment tailler les rosiers que sa mère aimait, comment faire la différence entre une mauvaise herbe et un jeune plant.
C'est un élève maladroit, ses mains peu habituées à la terre. Mais il apprend. Il apprend le langage de la patience, du soin, des choses qui poussent lentement et ne peuvent être précipitées. Parfois, dans le calme de l'après-midi, je sens la présence d'Éléonore avec nous, une douce chaleur dans le soleil, un léger murmure dans le bruissement des feuilles. Son dernier et plus grand plan ne consistait pas à protéger son argent ou sa maison. Il s'agissait de donner à son fils une chance de retrouver le chemin de la maison, non pas vers un bâtiment de pierre et de tuiles, mais vers un héritage d'amour. Et il semble, après un hiver long et douloureux, que quelque chose de nouveau commence enfin à pousser.